À Gainesville, en Floride, le 20 avril 1995, le temps est chaud et humide, un temps idéal pour une baignade. Rani Harbin, Laoman Ali et un petit groupe d'enfants se rapprochent de l'eau. Mais 3 des enfants devancent le groupe. Ty Ammons, 5 ans, est bien décidé à entrer le premier dans l'eau. J'ai été le premier à sauter dans l'eau. Et tout de suite après, j'ai voulu revenir à la surface. Après, j'ai vu la gueule de l'alligator, grande ouverte, comme ça. Et il m'a attrapé. Il avait une tête plate. J'ai bien vu ses yeux. On aurait dit qu'ils étaient posés sur sa tête. Et ses mâchoires énormes. Il m'a attrapé et emmené vers la berge. Mais j'étais sous l'eau et je ne me rappelle plus de rien. Les autres enfants sont horrifiés. L'alligator avait de très grands yeux et ses dents étaient énormes. Je hurlais « Au secours! Laoma! Rani! Au secours! Dépêchez-vous !» Lorsque j'ai vu Rani arriver là-bas, il avait déjà un bâton dans la main et il frappait l'alligator sur la tête. Puis j'ai vu Ty qui flottait sur le ventre. Quand je frappais la tête de l'alligator, je visais les yeux, en plein milieu des yeux. Je cherchais à détourner son attention avec mon bâton pour l'obliger à relâcher Ty. Au bout de plusieurs coups, l'alligator abandonne Ty. Nancy saute dans l'eau pour aller le chercher, tandis que Rani continue d'occuper l'animal. Il était tout bleu. On avait l'impression qu'il était mort. En fait, j'ai cru qu'il était mort. Je l'ai complètement sorti de l'eau. Puis je lui ai mis la tête en bas et ses poumons se sont vidés. Ty, rapidement rétabli, est fier d'avoir conservé un souvenir de sa mésaventure. Ce sont les dents de l'alligator. Et voilà la plus grosse de toutes. Autre prédateur particulièrement redouté, le grand requin blanc. Imaginez un adulte. Il mesure entre 4,50 m et 5,50 m. Et c'est un animal extraordinairement puissant. Il pèse plus lourd qu'une camionnette. Et ses dents brisent sans problème les os d'un phoque. Mais il doit être assez rapide pour l'attraper. Il existe 375 espèces de requins. Et parmi elles, 3 seulement peuvent présenter un réel danger pour l'homme. Le requin-tigre est présent dans toutes les mers tempérées et tropicales de la planète. L'homme peut figurer à son menu si par malheur il est confondu avec l'une de ses proies habituelles. Joe Thompson est un artiste célèbre, un amoureux de la nature et un surfeur passionné. En 1985, un matin, il part faire du boogie-board au nord de l'île hawaïenne de Kauai. Tout s'est déroulé en quelques secondes. Il a frappé aussi vite que l'éclair. Il m'a mordu et il m'a entraîné vers le fond. Puis il s'est arrêté. Je flottais en tenant ma planche devant moi. Mes mains étaient de chaque côté de la planche. Il a alors surgi de l'eau et m'a attrapé comme ça. Tu vois cette cicatrice ici? C'est la forme de sa gueule. Je dirais qu'il devait être un tiers plus gros que celui-ci environ. Une fois que l'écume se dissipe, Joe aperçoit son bras dans la gueule de ce requin-tigre de 3,50 m. Ma main droite avait été arrachée et je ne voyais pas les doigts de ma main gauche car ils étaient au coin de sa gueule. Puis pendant une seconde ou deux, nous nous sommes regardés dans les yeux, on n'a plus bougé. Ça s'est passé tellement vite que je n'ai quasiment rien senti lors de cette première attaque. C'est ce que les médecins rapportent au sujet des victimes de Grand Blanc. C'est comme si un chirurgien vous ouvrait avec un scalpel. La coupure est nette. Ensuite, le requin s'éloigne en emportant le boogie-board. Lorsque Joe revient à la surface, il voit le requin qui essaie de dévorer la planche. C'est alors qu'il remarque l'état de ses bras. J'ai vu 2 os qui ressortaient d'environ 8 cm et puis le reste du bras. La coupure était nette. Le sang giclait à une hauteur de 60 cm environ. Entre-temps, le requin avait disparu.
J'ignorais où il se trouvait. Je crois que vous pouvez imaginer à quel point j'avais peur. J'imaginais qu'il tournait en rond en dessous pour me localiser et qu'il remonterait pour m'attaquer. En fait, le requin attendait simplement que Joe succombe à une hémorragie, une stratégie commune aux grands blancs et aux requins tigres. Le requin va vous infliger une blessure grave dans le but de vous immobiliser. Cette première attaque a pour but de vous paralyser, puis il se contente d'attendre votre mort. Joe a eu de la chance de pouvoir regagner le rivage où il était en sécurité. Aujourd'hui, il continue à sortir en mer, mais se montre très prudent. Si vous allez surfer dans un endroit précis, renseignez-vous sur la faune marine qui y vit, les espèces qui peuplent la région. Dans mon cas, j'ai commis l'erreur de ressembler sans le savoir à une tortue marine. Et malheureusement, elle fait partie de son menu. Un grand moment. Quelle que soit leur connaissance ou leur expérience, les gens devraient toujours faire attention aux requins. Nous, ce qui nous préoccupe énormément, c'est la diminution de leur population. Une pêche à outrance a conduit certaines espèces de requins au bord de l'extinction. Pourtant, la plupart d'entre eux sont inoffensifs pour l'homme. Il y a entre 25 et 30 attaques par an dans le monde. On tue par contre des milliers, voire des centaines de milliers de requins par an. Les requins ont beaucoup plus à craindre de nous que nous d'eux. Certaines années, il n'y a même pas une seule attaque. Vous êtes bien plus en sécurité dans l'eau que dans votre voiture. J'aimerais qu'ils soient mieux protégés. Nous appartenons aussi à la catégorie des grands prédateurs. Et s'ils disparaissent, nous ne tarderons pas à les suivre. Les insectes sont apparus des millions d'années avant l'homme et lui survivront. Il faut reconnaître que certains d'entre eux sont particulièrement redoutables, malgré leur taille. Des centaines d'espèces d'insectes et d'arachnides peuvent tuer un homme. L'Atrax robustus est certainement l'araignée la plus agressive du monde. De la taille d'une balle de golf, elle n'hésite pas à poursuivre sa proie pour la mordre. Ses crochets peuvent transpercer une chaussure. Toutefois, cette araignée ne vit qu'en Australie. Voilà un bon endroit pour une toile. Ça ressemble à la toile d'une veuve noire, ça. Aux États-Unis, la veuve noire est l'une des araignées les plus répandues et les plus dangereuses. Le docteur Richard Clark et Stephen Turkin travaillent au contact des arachnides les plus venimeux. Voilà comment les gens se font mordre. Vous voyez ce fil électrique. Je ne pourrais ne pas voir la toile et la toucher. L'araignée pourrait alors se précipiter en me prenant pour une proie. Et c'est comme ça que ça arrive. Elle vous mord dès que vous frôlez la toile. La douleur se diffuse dans le bras, la poitrine, puis le ventre. Elle devient bientôt insoutenable. Après la veuve noire, l'araignée la plus redoutée est la tarentule. Plusieurs espèces exotiques de tarentules sont importées pour être vendues à des particuliers, souvent illégalement. Ces dernières sont beaucoup plus dangereuses que les espèces originaires d'Amérique du Nord. Cette araignée est très agressive et si je la bouscule un peu, elle se mettra sur la défensive. Elle va se redresser, montrer ses couleurs vives et me menacer avec ses crochets. Elle m'aurait déjà mordu le doigt. L'insecte qui connaît certainement la plus sinistre réputation est l'abeille tueuse. Le 8 juillet 1994, 50 000 de ces abeilles ont attaqué une station de métro à Rio de Janeiro. Une personne a été tuée et une centaine d'autres blessées. J'ai tenté de fuir et elles m'ont attaqué. J'essayais de sauver mon petit-fils et je hurlais. Depuis qu'elles se sont enfuies d'un centre de recherche agronomique au Brésil en 1956, ces abeilles n'ont cessé de remonter vers le nord. Semblables en apparence à l'abeille domestique d'Europe, ces abeilles africanisées défendent leur colonie avec beaucoup plus d'acharnement. Lorsque vous dérangez une colonie, elles peuvent envahir plusieurs pâtés de maison. Il n'est pas rare qu'elles piquent plusieurs chiens d'un même quartier et qu'elles attaquent plusieurs personnes. Peoria en Arizona est leur premier point d'ancrage aux États-Unis. Ces abeilles sont arrivées au début de l'année 1992 et sont vite devenues une menace pour la population. En octobre 1993, John Musselman et sa femme Gina en ont été victimes. Tout a commencé lorsqu'ils ont entendu d'étranges bruits venant de l'intérieur des murs de leur maison.
J'ai entendu une sorte de bourdonnement, mais j'ignorais d'où il provenait, alors je suis allée regarder à la fenêtre. Il y a des buissons de chèvrefeuilles devant chez nous, mais il n'y avait que 5 ou 6 abeilles, donc je me suis dit que tout allait bien. Mais en quelques jours, la situation dégénère. Croyant qu'il s'agit d'abeilles ordinaires, les musulmanes font appel à un apiculteur. Mais plus ce dernier s'approche de la colonie, plus les abeilles se montrent particulièrement agressives. Après quelques minutes, John comprend que la situation est grave. Il était couvert d'abeilles et il a dit « Je ne peux rien faire, je dois partir ». C'est ce qu'il a fait et là, les abeilles sont devenues furieuses. Elles ne tardent pas à tout envahir. J'avais surtout peur qu'elles s'en prennent aux enfants du quartier. J'ai décidé d'appeler la police. J'ai demandé à la standardiste si elle pouvait envoyer quelqu'un sur place et prévenir la population. Elle m'a répondu qu'elle ne pouvait rien faire et que la police n'intervenait jamais pour des abeilles. J'ai entendu le chien, Baron, le chien des voisins. On aurait dit un cheval sauvage dans un corral qui chercherait à s'échapper. Il me faisait beaucoup de peine. La maîtresse de Baron, Nathalie Lesberg, veut secourir son chien. Dès que j'ai ouvert la porte vitrée, elles se sont toutes approchées. Je ne pouvais pas sortir. Pendant ce temps, John tente lui aussi de sauver Baron. Il se confectionne une tenue d'apiculteur et traverse la cour. Mais au moment où il arrive, le chien est déjà mort. Il a succombé à 2500 piqûres et une dose mortelle de venin. Quand tout a été fini, nous sommes sortis. Il y avait du sang partout derrière la maison et sur les murs, là où Baron avait frotté son museau pour essayer de se débarrasser des abeilles. 3 chiens sont morts durant l'attaque. Ces abeilles ont été exterminées, mais d'autres font route vers le nord. Et en chemin, il y a des millions de maisons où elles peuvent s'installer. Certaines précautions doivent être prises. Pour éviter ce genre de drame, faites le tour de votre maison et regardez s'il y a des trous. Si vous voyez des abeilles entrer et sortir d'un trou, appelez un professionnel pour qu'il vous en débarrasse. Bien souvent, les plus grands dangers viennent de petits animaux. Surtout quand il s'agit de scorpions. Diane et Ross Biela et leur fils de 18 mois Anders sont allés passer un week-end près de Puerto Vallarta au Mexique. Le soir du 20 décembre 1994, la famille se prépare pour aller dîner. Alors que Ross termine de préparer le bébé, celui-ci se met à pleurer. Il n'avait jamais encore pleuré comme ça. J'ai enlevé une de ses chaussures et son pied était enflé. J'ai trouvé ça curieux, alors j'ai regardé la chaussure et un petit scorpion avec de grandes pinces en est sorti. C'était un tout petit scorpion d'environ 2 à 3 cm, couleur paille. Il n'avait pas l'air plus dangereux qu'un criquet. Ross cherche de l'aide, mais l'état du bébé s'aggrave. Tout à coup, il s'est redressé pour vomir. Il grinçait des dents, tellement fort qu'il en a ébréché 4. Le bébé est conduit en urgence à San Diego et est confié au docteur Richard Clark et son équipe. Il avait 40 de température et il avait des attaques. Nous ignorions qu'il était dans le coma. Ce type d'accident peut aisément être évité. La prévention est bien sûr le meilleur moyen de ne pas se faire piquer. Si vous êtes dans une zone comme le Mexique ou le sud-ouest des États-Unis, où ces animaux sont endémiques, secouez toujours vos chaussures avant de les enfiler. Secouez également vos vêtements ou encore les draps de votre lit, car il est possible qu'un scorpion s'y soit caché. Heureusement, quelques jours plus tard, Anders s'est rétabli. Anders a été piqué le 20 décembre et il est rentré à la maison la veille de Noël. Nous avons donc passé un merveilleux Noël. Je pense que nous avons retrouvé le sourire le 24 décembre et plus rien d'autre n'a compté ce jour-là. Les félins ont intrigué les hommes pendant des milliers d'années. De nombreux peuples croyaient qu'ils étaient dotés de pouvoirs mystiques et les vénéraient comme des dieux. Les tigres sont les plus grands et les plus puissants des félins. Mais si leur territoire couvrait jadis toute l'Asie, la chasse et le braconnage ont réduit leur population à quelques milliers d'individus. Toutefois, en Inde, ils font encore de nombreuses victimes. Plus petits, les lions sont en revanche plus nombreux. Ce sont les seuls félins qui vivent et chassent en groupe. Ils forment un clan. Un homme désarmé représente une proie facile.
des centaines d'Africains sont ainsi tués chaque année. Le plus grand félin d'Amérique du Nord est le puma. Ce lion des montagnes est surtout présent dans l'Ouest. Discret et craintif, il mène une vie solitaire en dehors des périodes de reproduction. Sa proie favorite est le cerf, mais il chasse également des animaux plus petits. Le puma est un animal essentiel de la chaîne alimentaire dans l'ouest du pays. Malheureusement, il y aura de plus en plus de conflits avec l'homme, car nous empiétons chaque jour davantage sur son territoire. À cause de leur stature, les femmes et les enfants sont plus souvent attaqués que les hommes. Dans l'après-midi du 23 mars 1986, Don et Susan Small emmènent leur fille Laura en promenade dans une forêt du sud de la Californie. Ils ne savent pas que Laura est traquée. Leur stratégie consiste à s'approcher de leur proie le plus discrètement possible. Ils la surveillent, puis ils bondissent. Ils recherchent généralement la nuque, puis la région de la gorge, pour étouffer la victime. Soudain, j'ai aperçu un énorme animal. Il a bondi et l'a saisi à la tête, puis ils ont disparu. Il l'a emporté avec lui. J'ai entendu un bruissement derrière moi et une seconde plus tard, il m'a attrapé par la tête. Dès que je l'ai vu l'attraper par la tête, j'ai su que c'était un puma, mais je ne voyais pas par où ils étaient partis. Après leur départ, il n'y avait plus un bruit. J'étais paralysée et j'ai commencé à hurler. Je me souviens seulement des épines des buissons sur mes jambes. Ensuite, j'ai perdu connaissance. Le père de Laura se trouve 100 mètres derrière quand il entend un cri. C'était un cri vraiment terrifiant. J'ai pensé qu'il y avait peut-être des enfants qui jouaient dans les environs. Mais c'était ma femme qui hurlait. J'ai pensé à ce moment-là que Laura était perdue à jamais. Mais l'autre moitié de mon cerveau me disait que ce n'était pas arrivé. Que c'était un dimanche ordinaire, une magnifique journée. C'était comme dans un rêve. Le temps semble s'arrêter. Le parc est extraordinairement calme. Suzanne ne peut qu'imaginer ce que sa fille est en train de vivre. J'ai alors entendu un bruit et j'ai su que c'était Laura. Ils étaient juste devant moi, à 1 mètre, et le puma la tenait encore par la nuque. Il était assis et il la tenait. Son regard était complètement vide. Son regard m'a terrifiée. J'ai recommencé à hurler. Après quelques coups sur la tête, le félin s'enfuit. J'ai vu que son visage était couvert de griffures. Elle a finalement perdu l'œil droit. Ses blessures à la tête étaient graves. Que faire si vous vous retrouvez face à un puma en pleine nature? Ne paniquez pas, montrez-vous agressif. Il compte sur l'effet de surprise et s'enfuit devant un ennemi déterminé. Première chose à faire, restez tout d'abord bien droit. Surveillez l'animal en lui faisant face. Essayez de paraître plus grand que vous ne l'êtes et éloignez-vous très lentement. Le pire serait de se retourner et de fuir comme le ferait un animal. Différentes réactions peuvent stimuler leur instinct de prédateur, comme le fait de s'enfuir devant eux ou de se pencher. La meilleure chose à faire si vous en rencontrez un est de ramasser un bâton de la taille d'une batte de baseball, puis de vous imaginer que sa tête est en fait une bonne vieille balle. Et essayez de la frapper de toutes vos forces. Dans le cas peu probable où votre enfant ou vous seriez attaqué par un puma, vous devrez réagir. Dans ce cas, il reculera probablement. Laran Leach, garde d'enfant, l'a découvert malgré elle le 3 juillet 1991. Je hurlais. Il soufflait et sifflait. Il avait la gueule grande ouverte. Laran voit le puma lorsque celui-ci s'attaque à l'un des enfants sous sa garde. Elle n'hésite pas et attaque l'animal. J'ai couru vers le puma, je l'ai saisi par la peau du cou et il s'est alors tourné vers moi. Avec ses griffes, le puma lacère son visage et ses épaules. Laran craint qu'il prenne le dessus et qu'il la tue. Il m'a presque fait tomber, mais j'ai réussi à le prendre à bout de bras et je l'ai jeté de toutes mes forces vers mon chien.
Mon chien a bondi et l'a poursuivi jusqu'au pied d'un arbre. Si Laran n'a souffert que de blessures légères, l'enfant a subi 22 points de suture. Cet incident a valu à Laran la médaille canadienne du courage, mais elle a eu de la chance. La meilleure façon de s'en sortir est quand même d'éviter toute rencontre. Ne vous promenez pas seul. Gardez vos enfants près de vous, surtout dans les endroits où la végétation est dense. Et soyez vigilants. Apprenez à vos enfants comment réagir s'ils croisent un puma. Les attaques de pumas contre les hommes sont rarissimes, car ce sont des animaux craintifs. Ces 100 dernières années, 60 attaques ont été recensées aux États-Unis et au Canada. Des mesures de protection lui ont permis de faire son retour, mais son avenir est loin d'être assuré. Et avec la disparition progressive de son habitat naturel, l'espèce s'éteindra si des mesures urgentes ne sont pas prises. Même les personnes attaquées par un puma souhaitent une trêve. Je ne peux pas en vouloir au puma, car c'est un animal sauvage qui doit se nourrir. Je crois que d'une manière ou d'une autre, nous sommes tous liés. Et nous devons partager cette terre avec les animaux. Je pense que s'il disparaissait, l'homme serait aussi condamné. Quel est l'animal le plus dangereux de la planète? L'homme. Tous les animaux que nous avons vus sont bien plus menacés par l'homme qu'il ne l'est par eux. Si nous devenions les seuls et uniques prédateurs de cette planète, avec le droit de vie et de mort sur tous les animaux, nous échouerions lamentablement et disparaîtrions en entraînant dans notre perte toutes les autres formes de vie sur Terre. Les animaux sont beaucoup plus souvent agressés par l'homme que l'inverse. La différence entre eux et nous, c'est que nous cherchons les ennuis. Parfois, des animaux qui semblent inoffensifs peuvent aussi avoir des réactions imprévisibles. Tout animal, aussi docile qu'il puisse paraître, conserve son instinct. Steve Irano travaillait pour un cirque à Honolulu quand un éléphant est devenu incontrôlable. Je savais que ça ne faisait pas partie du spectacle et à ce moment-là, Alan Campbell a accouru pour saisir la trompe de l'éléphant et tenter de le calmer. Mais en fait, je crois que ça l'a encore plus énervé. L'arme principale de l'éléphant est son poids. Et c'est ce qui a tué le dresseur Alan Campbell. Après avoir écrasé Allen, Tyke a rejoint le milieu de la piste et s'est arrêtée pour regarder autour d'elle. On voyait bien qu'elle se sentait perdue. Tyke a regardé autour d'elle, puis s'est tournée vers l'entrée principale de la piste et elle est sortie. Steven la poursuit et pense l'avoir piégée lorsqu'elle entre dans un endroit clôturé. J'ai fermé le portail et j'ai installé une petite chaîne autour. Mais au moment où Tyke a foncé dedans, je savais qu'il ne me resterait qu'une chose à faire, fuir. J'ai essayé de rester debout, mais elle a heurté le portail avec une telle force que je suis tombé à la renverse. Lorsque l'éléphant l'a attaqué, les policiers ont ouvert le feu. Quelques pâtés de maison plus loin et après 87 balles, Tyke succombe à ses blessures. Lorsque j'ai entendu dire qu'ils avaient été obligés de tuer Tyke, j'ai appelé la police d'Honolulu pour la récupérer et leur apporter notre soutien, car ils ne pouvaient absolument rien faire d'autre. Certains leur en veulent, mais la police n'y est pour rien. C'est l'ignorance de l'homme qui est en cause. Mais il existe une solution pour les animaux qui ne supportent plus la captivité. Pat Derby a créé un sanctuaire pour accueillir ceux dont les zoos et les cirques ne veulent plus. Pat consacre sa vie au sauvetage des animaux délaissés comme ce tigre de Sibérie. Ce tigre vivait dans un enclos dans le Mississippi, où on élevait des tigres qui étaient vendus comme animaux domestiques. C'est un tigre de Sibérie. C'est un animal gravement menacé dans la nature, mais ils sont extrêmement nombreux en captivité. On les élève pour en faire des animaux de compagnie. Tout animal sauvage est beaucoup trop puissant et dangereux pour être un animal de compagnie. Ils conservent leurs instincts.
Sans ce sanctuaire, la plupart de ces splendides animaux auraient été euthanasiés ou pire. Ils auraient été vendus au Texas pour être tirés par des chasseurs. Paradoxalement, ceux qui ont les meilleures raisons du monde de vouloir tuer un animal n'en ont pas la moindre envie. Les attaques auxquelles ils ont survécu ont profondément transformé leur vie. Le rétablissement de Joe Thompson, après son attaque, est stupéfiant. Je ne devrais plus être ici. Ma vie ne tenait plus qu'à un fil. Et je savoure aujourd'hui chaque instant qu'il me reste. Dean et Lauren Lenkick envisagent de reprendre leur randonnée là où ils l'ont interrompue. En attendant, ils expliquent ce qu'ils ont vécu et donnent des conseils utiles. Lorsque vous avez frôlé la mort, vous appréciez davantage la vie. Et vous remerciez Dieu d'être encore là. Laura Small s'est aussi rapprochée des êtres qui lui sont chers. Je pense que cela m'a fait mûrir. Je suis beaucoup plus proche de ma famille car j'ai compris que j'aurais pu ne plus jamais les revoir. J'ai de la chance d'être encore ici. Depuis le rétablissement du petit Anders, les Biela ont le sentiment d'avoir une nouvelle vie. Une vie pour nos enfants, mais nous sommes maintenant beaucoup plus détendus et nous supportons mieux les petits incidents. Joshua Isaac s'est lui aussi rétabli rapidement après son attaque. Quand j'étais plus jeune, j'ai lu un livre qui m'a fait découvrir la zoologie. Même si un ours m'a attaqué, je sais qu'en tant que zoologue, j'aurai des rapports avec les animaux, si je le deviens, ce que j'espère. Les animaux les plus dangereux du monde auront besoin de l'aide de Joshua car ils sont menacés. Il est de notre devoir de les protéger. Tous les animaux méritent notre respect. Ils partagent cette planète avec nous. Nous ne sommes pas les êtres suprêmes. Partout où je vais, les requins sont de moins en moins nombreux. C'est le résultat de la cupidité humaine, de la bêtise humaine. Nous le savons et nous devons tout faire pour arrêter ce massacre. Nous sommes les plus grands prédateurs de la planète. L'être humain est plus puissant que tout autre animal sur cette terre. Certains animaux tuent pour survivre. Nous le faisons pour notre ego et par cupidité. On dit que l'homme est l'animal le plus intelligent. Il est temps de le prouver. Tout de suite sur NT.